UG, en deux mots, c'est plus de 4000 créateurs, 50 000 pièces de contenu produites, 60 langues, 4,9 sur 5 de moyenne. C'est la plateforme numéro 1 de UGC en France. J'ai remarqué avec le temps du coup que la créa avait quand même une partie intégrante sur les résultats qu'on pouvait obtenir en faisant de l'acquisition comme ça sur Meta. L'objectif vraiment c'est d'avoir la crème de la crème, parce qu'en fait avoir beaucoup de créateurs UGC c'est pas trop dur. Donc on continue à grossir, à avoir un standard de qualité qui est bon pour qu'à la fin en fait la vision c'est que si tu sois e-commerçant ou alors que tu vends une app etc et que tu as besoin de mettre des humains et des produits dans les mains d'humains, tu penses à nous et on soit dans la tool stack de tous les e-commerçants et que derrière besoin du GC, directement on part sur UG. Aujourd'hui là on a dépassé 2 millions annuels de GMV avec le produit. Quand on a lancé la plateforme, je me demandais en fait si il y avait un avenir à l'UGC et est-ce que ça valait le coup qu'on lance une plateforme là-dessus si c'était juste une trend. Et en fait la réponse c'est que l'UGC mine de rien ça reste un paquet cadeau autour d'un concept qui est millénaire, qui est la preuve sociale. C'est vraiment crème de la crème, mais ça va des fois à 3-5 000 € par mois. Salut Lucas. Salut Étienne, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va. Content de t'avoir sur ce podcast. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, ça fait un petit moment que j'ai envie de tourner un épisode avec toi. Lucas, tu es le fondateur et CEO de UG, qui est la première plateforme UGC en France, enfin la plateforme UGC numéro 1 en France plutôt. Avant ça, tu as eu pas mal d'XP dans les ads et dans l'e-commerce. Donc pour en citer quelques-unes, tu as fait du media buying, tu as aussi monté un e-commerce que tu as revendu. J'ai découvert ça en creusant ta bio avant de faire l'épisode. Tu as monté une agence ads qui s'appelle Scaleo, qui de mémoire était assez spécialisée notamment sur TikTok, entre autres. TikTok, media buying et puis création de contenu un petit peu UGC. Ok. Tu as monté aussi une première marketplace qui n'a pas aussi bien fonctionné que ce que tu aurais aimé. On va peut-être en parler aujourd'hui, et c'est intéressant. Et depuis 2 ans, tu t'es lancé à 100% dans ta boîte actuelle, du coup, qui s'appelle UG. UG, en 2 mots, c'est plus de 4000 créateurs, 50 000 pièces de contenu produites, 60 langues, 4,9 sur 5 de moyenne. Donc, satisfaction client assez élevée. Et surtout, aujourd'hui, comme on le disait en introduction, c'est la plateforme numéro 1 de UGC en France. Alors moi, je te connais très bien et je connais très bien la plateforme puisqu'on bosse beaucoup avec vous. Mais j'ai quand même beaucoup de questions à te poser sur plein de sujets autour justement de l'UGC, des ads et de la créa de manière générale. Mais ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être de te laisser te présenter, si ça te va. Ouais. Tu as déjà fait une très bonne introduction. Du coup, je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, du coup cofondateur et CEO de UG, qui est une plateforme qui met en relation des créateurs de contenu UGC avec des marques et des agences. Et du coup, comme tu l'as pu le dire, jusqu'à présent, moi, j'étais spécialisé à la partie media buying, où j'ai accompagné des marques et puis je développais un petit peu mes e-commerce il y a de cela quelques années. Et du coup, en fait, petit à petit, en accompagnant des marques et en voyant que la notion de création de contenu, notamment au niveau ads, manquait et que c'était compliqué de mettre des produits dans les mains de créateurs de contenu, j'ai vu ce qui se passait un petit peu en Amérique, notamment au niveau de la vague UGC qui avait déjà bien débuté. En France, il n'y avait pas trop de créateurs UGC, ça se comptait sur les doigts d'une main, rien qu'en 2022, je pense. 2021, encore moins. Et puis du coup, on est parti début 2023 à fond sur le marché français pour essayer à la fois de démocratiser et de permettre en fait de proposer une solution qui aide les e-commerçants et les agences à trouver des bons créateurs et pouvoir proposer du bon contenu avec. Et depuis, c'est le focus. Trop bien. Tu peux nous présenter du coup UG en quelques mots? Alors UG, le principe il est plutôt simple. C'est une base de créateurs de contenu UGC, accessible en libre service pour les marques et les agences. Les créateurs concrètement, ils s'inscrivent sur la plateforme, ils remplissent leur portfolio avec le type de contenu qu'ils sont capables de produire. Et en fonction de la complétion de leur profil, ils apparaissent ou non sur la plateforme. D'ailleurs, on fait un petit checking pour voir les profils s'ils sont suffisamment de bonne qualité pour apparaître. L'objectif c'est vraiment d'avoir la crème de la crème des créateurs UGC sur une seule et même plateforme, parce qu'en fait le sourcing de créateurs UGC est un peu problématique, que ce soit pour les marques et les agences pour bosser avec des bons créateurs. Nous on simplifie ça, et en fait à la fin, cette base de créateurs, les marques elles peuvent filtrer et chercher les créateurs qu'ils préfèrent, bosser avec eux, et directement tout se passe sur la plateforme. Ça va du sourcing au travail sur la gestion de projet, le paiement, et à la fin la réception des contenus. Tout est simplifié du début à la fin pour qu'en fait tout le monde s'y retrouve, créateur, marque, agence. Ok, on va rentrer un petit peu plus dans le détail un peu plus tard dans le podcast sur comment fonctionne UG, les spécificités produits, etc. Il y a un point que tu viens de mentionner que je trouve assez intéressant, c'est le sourcing de créateurs. Alors je fais un petit aparté, mais
tu dis que c'est difficile pour les marques de trouver des bons créateurs. Pourquoi ? En fait, il y a plusieurs problématiques inhérentes. La première, c'est que ce soit pour des créateurs de contenu UGC, en fait, généralement, les marques et les agences vont chercher des créateurs de contenu UGC sur TikTok, Instagram, parfois même X, anciennement Twitter. Et la problématique, c'est que si on va chercher un créateur, soit on fait un post, par exemple, je prends sur Twitter, c'est ce qui était beaucoup le cas aux US ces dernières années, en mode je cherche un créateur UGC, laissez-moi vos portfolios en dessous. La problématique, c'est que du coup, en sourcing, il faut attendre que les créateurs postulent, il faut regarder, il faut aller éplucher chacun de leurs portfolios, regarder leurs vidéos, etc. Ça prend du temps, et pour de la recherche plus spécifique sur TikTok, Insta, il faut taper créateur UGC, il faut aller sur chacun des profils, voir si les vidéos sont bien, voir des fois contacter les créateurs, et puis en fait, au contact, il faut récupérer chaque mail. Disons qu'en fait, il y a une espèce de friction permanente. Et aussi, la problématique, c'est que vu qu'il n'y a pas de filtre, dans le sens où tous les créateurs de contenu UGC, quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo, peut apparaître demain sur Instagram avec, je sais pas, Julia UGC, bah, en fait, il faut aller passer des heures et des heures et des heures. Et à la fin, on se retrouve avec très peu de créateurs qui sont vraiment très bons, quoi. Ok. Donc vous facilitez en fait toute cette partie-là, parce qu'il y a un pré-filtre qui est fait, c'est ça, au niveau de... C'est ça. Ok. Et crème de la crème, quoi. Trop bien. Si on revient un peu sur la genèse, ça m'intéresse notamment dans les personnes que je reçois qui sont des entrepreneurs, de savoir un petit peu l'historique, donc pour avoir un peu de contexte. Comment, donc tu as créé ça il y a 2 ans, enfin tu as co-créé ça du coup il y a 2 ans, c'est ça. Tu es associé aujourd'hui avec... Mon cousin. Ton cousin, ok. Ouais. Trop bien, on y reviendra aussi. C'est intéressant, on est 2, ouais. Trop bien. Et comment t'es venue l'idée ? En fait, pour revenir par rapport à ce que je disais juste avant, la problématique au niveau... après, tu t'y connais mieux que moi là-dedans maintenant aujourd'hui, mais du coup, tout ce qui est partie e-commerce, c'est notamment la possibilité, en fait... Je reprends du début. En fait, au début, je faisais de l'e-commerce. À mon propre compte, j'ai fait pas mal de dropshipping dans les années 2018, quand ça commençait un petit peu à tester. Je voulais découvrir un petit peu comment ça fonctinnait l'e-commerce. C'était la manière la plus simple de le faire. Très bonne école. Et c'était une bonne école. Ouais. Et franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui crachent sur le dropshipping, à juste titre. Il y a plein d'aspects qui sont problématiques. Par contre, pour la découverte e-commerce, media buying, etc., c'est une très bonne école. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte, et notamment le côté marketing, essayer de comprendre un petit peu comment en fait, on vend. Et du coup, il y a eu cette période-là. C'était pas forcément la période la plus lucrative, parce que du coup, dropshipping, très faible marge, etc. Et derrière, en fait, j'ai remarqué avec le temps, du coup, que la créa avait quand même une partie intégrante sur les résultats qu'on pouvait obtenir en faisant de l'acquisition comme ça sur Meta, parce qu'en fait, dropshipping, pas de marque, tu vends des produits, t'arrêtes de mettre de la publicité, il n'y a plus rien qui se vend. Et il y avait quand même ce petit truc, et quand j'ai commencé à faire ça, et notamment, je me rappelle, mes premières boutiques, c'était des ventes de bracelets. Je me disais, ça serait quand même marrant qu'il y ait un site qui permet de trouver des créateurs de contenu, de pouvoir leur envoyer le produit, et peu importe où ils sont sur Terre, pouvoir par exemple envoyer quelqu'un un bracelet qui habite à Paris, qui puisse prendre une photo devant la Tour Eiffel, etc. Et ça pourrait être quelque chose de sympa. Donc c'était dans un coin de la tête. Et en fait, il y a eu la période dropshipping, petite marque e-commerce, ensuite accompagnement avec des marques, et à chaque fois ce problème de la créa revenait de plus en plus sur le fait qu'au début, media buying, c'était vraiment un métier de technicien, et on s'est approché plus avec le temps du côté où avec l'IA, etc., le métier de media buyer est un peu plus automatisé, et il y avait cette rengaine permanente de la créa, c'est le nouveau targeting, et ça, petit à petit, avec le temps, ça s'est confirmé. Et en fait, là où j'ai commencé à accompagner des e-commerçants pour essayer de les faire scaler sur Meta, Google et leur Shopify, on avait toujours un point qui était problématique, c'était qu'au niveau des créas, on n'en avait pas assez bonne, et le produit n'était jamais bien montré correctement par des bons créateurs, et ça se basait essentiellement sur des statiques, et des fois on manquait un peu. Et je me dis, c'est quand même pénible qu'il n'y ait pas des créateurs de contenu qu'on puisse contacter à prix honnête, qui puissent juste nous faire du contenu basé sur nos directives, et qui puissent faire ce contenu-là, et puis derrière on peut l'utiliser en ads. Et en fait, il y a les créateurs UGC que j'avais découverts en 2021-2022, qui commençaient à se faire connaître aux US, en France très peu. Et du coup, en fait, la plateforme, vu que celle qu'on était en train de monter, une autre plateforme sur laquelle on pourra revenir plus tard, ne fonctionnait pas, l'objectif c'était de se dire comment je peux pas pivoter, mais rebondir en créant une autre plateforme avec un marché qui est en essor et qui peut être intéressant et qui peut nous fonctionner, quoi. Et du coup, UG est arrivé là. Ok, ultra intéressant. Donc en fait, c'est venu d'un besoin que tu avais initialement, ou même d'un pain que tu rencontrais. C'est un pain complet et récurrent, quoi, au fil des années.
Tu parlais du shift, en gros, de la première marketplace vers du coup, Yuji. Ouais. Curieux, si tu veux nous en toucher un mot. Ouais, pas de problème. C'était quoi déjà la première plateforme qu'on a lancée, c'était avec mon cousin et mon père aussi. Ça s'appelait Finler. Alors, c'est toujours le nom de la société aujourd'hui qu'on a derrière Yuji, mais okay. Finler, et le principe, en fait, c'était une marketplace qui met en relation des commerçants indépendants, apporteurs d'affaires, avec des sociétés qui ont besoin de faire du sales. C'était un petit peu avant-gardiste. L'idée, originellement, elle venait de mon père, qui a travaillé toute sa vie et qui a fait une très belle carrière dans le commerce, et qui avait une vision sur le fait de dire, tiens, les apporteurs d'affaires, ça peut super bien marcher, et que si on les connecte, j'ai déjà travaillé comme ça, on fait une plateforme, ça peut cartonner. Et en fait, on a fait la plupart des erreurs de quelqu'un qui lance une boîte. C'est vraiment, tu lis Lean Startup, tu fais l'inverse. C'est exactement ça. Donc, produit qui prend beaucoup de temps à sortir, une direction qui n'est pas bonne, des features sur features sur features. Et à la fin, en fait, on avait un produit qui était extraordinaire, mais que personne ne voulait. Ça servait à rien. Et j'avais un peu le rôle dans ce groupe-là du co-founder qui était un peu en mode, les gars, je sais pas où on va, mais j'y crois pas. Et puis, j'étais un peu l'élément pénible. Et je voulais que ça marche, mais je voyais pas comment ça allait marcher. Ouais. Et effectivement, ça n'a pas marché du tout. Ça a duré quelques années. Mais l'avantage, c'est que du coup, mon cousin qui est dev et qui est très, 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 très bon, ça lui a permis de se focus et de comprendre comment créer une plateforme. Et en fait, on a tous les learnings sur comment faire une plateforme qui ne marche pas. Ouais. Lui, par contre, c'est faire des plateformes. Et du coup, j'ai pris l'inverse. J'ai essayé de me baser un petit peu sur les learnings. Et je me suis dit, OK, il faut absolument qu'on rebondisse et que ça ne soit pas un échec où en fait, il ne se passe rien derrière. Et je m'étais longuement fait la réflexion en me disant, c'est quand même très marrant. La base là, de plateforme qu'on est en train de faire qui ne marche pas et qui ne marchera pas, c'est une super anecdote pour du personal branding, et je pourrais raconter ça un jour dans un podcast, et du coup je le voyais un petit peu raconter, tu vois, incroyable. Ouais, mais voilà quoi. Donc plateforme, beaucoup d'années, enfin quelques années passées dessus, très peu de CA, genre même je pense que c'est en centaines d'euros max. Okay. Rien, mais très bonne leçon. Ultra formateur du coup. Formateur, et puis ouais. C'est marrant, je pense que tu as toujours Enfin, toujours, je peux pas faire de généralité, mais il y a souvent dans les profils ou les parcours entrepreneuriaux de personnes qui arrivent à monter des boîtes qui se développent, tu as toujours une première ou une deuxième expérience un peu, je sais pas si on peut appeler ça crash test, parce qu'il y en a qui marchent plus ou moins bien, tu vois, mais qui te font faire toutes tes erreurs entrepreneuriales. Moi, si je prends notre exemple, typiquement avant Rhodes, même si c'est pas l'objet du tout de ce podcast, j'avais créé une première agence qui existe toujours d'ailleurs, avec un ancien associé, ancien collègue de chez Google qui était mon associé. Et en fait, on a fait pareil toutes les erreurs qu'il fallait faire quand tu montes une agence. Typiquement, recruter des profils, on savait pas qui on voulait, proposer 10 services en même temps, donc être tout sauf sur la standardisation de services, etc. Et en fait, toutes ces erreurs-là aujourd'hui me servent et m'ont servi au début de Rhodes en me disant, attends, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut qu'on fasse. Tu vois. Et donc, du coup, on a gagné finalement du temps sur le deuxième projet. Et je pense qu'en fait, de fil en aiguille, plus tu avances, plus en fait, tes expériences te serviront pour les prochaines. Quoi. Donc, complètement, ouais. Ça fait un peu cliché, mais c'était vraiment j'avais la posture du co-founder un petit peu qui critique un peu le projet en disant, les gars, et j'aurais aimé me tromper, j'aurais aimé que ça marche, mais j'étais en mode, bon les gars, j'y crois pas sûr. J'ai un peu du mal, et puis lançons, voyons si en se confrontant au marché, parce que c'est toujours le même problème en fait, c'est est-ce que le marché il en veut ou pas, et c'était pas le cas quoi. Tu t'es fixé un objectif que je trouve assez ambitieux, que tu as communiqué notamment sur les réseaux, c'est de faire 1 million d'euros par mois avec Yuji. Ouais. Alors déjà, pourquoi cet objectif ? C'est une bonne question. Alors 1 million, il faut décomposer. C'est 1 million de GMV, grosse merchandise value. C'est la valeur transactionnelle qui transite via la plateforme avec les commandes. C'est pas forcément la marge, parce que sur la grosse merchandise value, la GMV, il y a ce qu'on appelle le take rate, qui est le taux qu'on prend nous en marge sur ce volume-là, qui est de l'ordre de nous de 20%. D'accord. Je pourrais y revenir plus tard sur qui paye, etc. Et du coup, ce volume-là, en fait, aujourd'hui, là, on a dépassé 2 millions annuel de GMV avec le produit. C'est essentiellement basé sur la France, qui est un petit marché, qui est un marché qui est nouveau et qui a encore beaucoup à faire au niveau de l'UGC. Et le besoin a toujours été... à la base, la plateforme qu'on avait conçue, on l'avait visée pour le marché US. Parce qu'en fait, on avait vu que les plateformes qui existaient, c'était pas terrible. Et le besoin était là. Et j'aurais aimé avoir cette solution, donc on l'a créée. Et en fait, on a lancé en version anglaise le site. Il y a eu une vague UGC qui arrive en France début 2023.
Je me suis dit, ok, du coup, on va partir sur la France. Et depuis, en fait, on a amélioré, conceptualisé le produit pour ajouter pour enlever tous les éléments de friction et répondre vraiment aux besoins pour essayer de viser un market fit. Et du coup, on arrive à ce montant-là qui est de 2 millions par an, donc ce qui fait à peu près 170K par mois de volume transactionnel, GMV. Et en fait, ça, pour une marketplace, c'est pas tant. Okay. Les millions, ça fait très vite des gros montants. Sur une marketplace, c'est pas grand-chose. Et en fait, je me dis que pour un objectif qui est intéressant visuellement, je me dis qu'un million par mois, c'est possible, d'autant plus que là, on est en train d'ouvrir sur les US et que le marché est profondément dense et c'est jouable, quoi. Donc si tu fais t'as une notion de volume dans les marketplaces pour, c'est délirant. pour commencer à avoir des unités économiques qui sont intéressantes, il faut faire beaucoup de volume. Et donc 1 million, ça te ferait, donc tu dis 20% en gros de take rate, c'est ça? Ouais. Donc ça ferait l'équivalent de 200K de MRR, quoi, globalement. C'est ça, ouais. 200K de MRR et puis du coup 2,4 millions à l'année. Ok. C'est quoi ta vision long terme avec UG? Vision long terme, c'est plateforme UGC avec des créateurs dans tous les pays qui utilisent Stripe, parce que du coup tout est basé sur Stripe chez nous. Donc à partir du moment où un créateur il peut créer un compte sur Stripe, il peut apparaître sur la plateforme, il y a plein de pays, puis ils en ouvrent de plus en plus. Et du coup en fait l'objectif vraiment c'est d'avoir la crème de la crème, parce qu'en fait avoir beaucoup de créateurs UGC c'est pas trop dur. Le fait, et ça a un impact derrière sur les créateurs, mais il faut des bons créateurs. Et en fait, il faut qu'on continue à grossir, à avoir un standard de qualité qui est bon, pour qu'à la fin, en fait, la vision, c'est que si tu sois e-commerçant ou alors que tu vends une app, etc., et que tu as besoin de mettre des humains et des produits dans les mains d'humains, tu penses à nous et qu'on soit dans la tool stack de tout, en fait, tous les e-commerçants, et que derrière, besoin du GC, on raisonne, directement on part sur UG. Et ça, c'est le plan et c'est jouable. Ok, trop bien. Écoute, merci déjà pour cette belle intro. Ça nous donne un petit peu de matière et surtout ça plante le décor sur ce qu'est UG. On va revenir, comme je disais, sur le détail un peu plus fonctionnel et tout ce que comporte et permet de faire la plateforme. Avant ça, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu du marché des UGC, puisque tu as la chance d'être dans une position quand même assez unique, c'est que tu as un visu sur tout ce qui se passe. Tu as beaucoup de créateurs, beaucoup de marques qui bossent avec vous, beaucoup d'agences qui bossent aussi pour des marques à travers vous, ou peut-être même pour elles-mêmes. Vous êtes dans plusieurs pays et du coup, c'est peut-être une première question, c'est quoi un peu l'état de l'art des UGC en France? Si tu devais me donner, tu vois, les dynamiques de marché, comment tu vois ça? Où est-ce que ça en est par rapport à d'autres pays? Donner ta vision un peu sur le marché actuel. C'est une bonne question. Comme dans plein de domaines qui concernent le marketing, je pense qu'on a du retard sur les US, de l'ordre de 12-24 mois, ça se ressent en fait. Et ça s'est ressenti du coup quand j'en parlais notamment en 2022 où il y avait plein de créateurs UGC aux US et aujourd'hui, en 2022, ça se comptait sur les doigts d'une main et je les ai tous contactés à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs en France, tous ne sont pas experts. Et en fait, l'état, c'est que... je pense qu'il y a une amélioration continue et puis en fait même d'un point de vue marque, agence, on a un peu cette déformation de vu qu'on est là-dedans, en fait on a l'impression que tout le monde connaît l'UGC, le marché est très dense. En fait je reste encore moi sur la plateforme celui qui fait les démos au niveau des marques pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne et d'avoir toujours la main sur le marché et voir un petit peu. L'année dernière on était plus dans le sens qu'est-ce que c'est l'UGC. Et qui du coup me contactaient, voulaient vraiment des explications sur c'est quoi l'UGC, on veut de l'accompagnement concret. Et puis là j'ai de plus en plus de marques qui me contactent pour dire on n'en a jamais fait, on veut en faire parce que on commence à en entendre parler. Et puis j'ai de moins en moins besoin de faire un travail un petit peu d'éducation lors des démos. Et ça c'est intéressant. Donc le marché est plus en plus sophistiqué. Disons que je pense que c'est pareil, c'est comme l'influence à une époque. Je pense que les petites marques qui sont très agiles, mais aussi les agences là derrière qui ont vu l'opportunité de l'influence, ont commencé à matraquer ça très tôt. Ça avait beaucoup de résultats. Et derrière, après, du coup, les marques, les agences un peu moins agiles ont commencé à voir ces petites marques le faire et sont commencé à se poser des questions. Et puis, c'est l'évolution progressive du marché. Donc, je pense qu'il y a le cœur des agences qui s'y connaissent, ont déjà testé. Derrière, il y a les cercles concentriques. Et puis, c'est en train de dévoiler petit à petit. Mais je pense qu'on en est un peu encore au début. Ouais. Okay. En France, du moins. Tu disais que les US, donc US c'est le marché le plus avancé. Je pense que c'est le marché le plus avancé. Et aujourd'hui, du coup, ça se développe encore aux US. Ça se développe encore aux US. En fait, c'est le retour que j'avais parce que vu qu'on est en train de lancer là-bas aux US, je préfère. J'ai ma vision à moi. J'aime bien aussi me dire
qu'est-ce qu'ils en pensent les créateurs, qu'est-ce qu'elles en pensent les marques. Et du coup, j'ai fait pas mal d'interviews de marques et de créateurs dernièrement pour avoir un petit peu leur feeling. Et notamment si on se plante pas au niveau de notre vision produit et ce que le marché US a besoin. Bon, fort heureusement, j'ai l'impression qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'on était utile. Et que, notamment au niveau des créateurs, j'ai senti quand même que, notamment les bons, ceux qui ont du volume, j'avais un créateur qui était en train de me dire moi, ça n'a jamais autant marché que cette année. Et qui faisait à peu près 100K de volume de création de contenu UGC, tout seul. De 100K en chiffres En chiffres, ouais, okay. Par an, juste tout seul en faisant 2-3 vidéos par jour. Solide. Et le truc, c'est que je pense que c'est le bout de l'iceberg et en fait, on ne se rend pas compte de la profondeur du marché pour ce besoin-là, en fait. Et ça, j'avais un peu du mal aussi, pareil, à le remarquer. Mais du coup, j'essaie de me baser sur les entretiens avec ceux qui savent. Et en fait, il y a encore beaucoup à faire. Ouais. Donc, c'est pas encore, il n'y a pas de point de saturation sur le marché US, même s'il est plus mature que par exemple le marché européen. Quoi. Non, en fait, c'est évident qu'il y a on pourrait revenir là-dessus, je pense que c'est intéressant, mais il y a peut-être une question notamment de saturation sur des formats qui sont utilisés et surutilisés, notamment les fameux témoignages vraiment basico-basiques avec « Ah, j'adore ce produit, achetez-le ». Ça, évidemment, saturation, mais progression logique des formats qui s'améliorent et puis... Okay. Mais du coup, voilà, c'est de la réinvention constante. Intéressant. C'est cool d'avoir ce retour parce que, comme tu le dis, moi je suis assez en phase avec ça. On suit beaucoup les tendances US. Alors, tout ne marche pas en France, mais en marketing, il y a quand même beaucoup de choses qui, ne serait-ce parce que les géants, en fait, D2C et même les acteurs tech sont tous basés aux US. Donc, le temps que ça arrive en Europe, tu as quand même, toi tu dis 12-24 mois, moi je suis souvent sur plutôt 2-3 ans, donc c'est à peu près les mêmes ordres d'idées de grandeur, mais c'est intéressant parce que si tu vois, on pourrait se dire les US en fait le marché des UGC c'est terminé, donc en fait dans 3 ans le marché des UGC en France ça va être terminé, mais du coup c'est intéressant de savoir que non, et qu'en fait on est encore qu'au début, même dans des marchés qui sont plus matures que nous, tu vois, donc, et notamment à la base en plus que la partie UGC était très vue e-commerce, notamment produits de beauté pour femmes, etc. Et puis il y a de plus en plus d'app, de produits qu'on n'imagine pas forcément, et en fait petit à petit ça s'y met, quoi. Tu penses pas que c'est peut-être une déformation professionnelle parce que nous on a la tête dedans et le nez dedans quotidiennement, mais tu penses pas que les gens saturent un peu des UGC, tu vois, les gens deviennent un peu insensibles justement au format que tu décris, voire dans le film en disant oui c'est bon, je sais que c'est un UGC, tu vois. Je pense que oui, mais notamment des mauvais UGC très en fait, comme je disais plus tôt, le côté cliché, et je pense que c'est quelque chose de normal, et en fait exemple de je présente un produit, je suis ce produit est super, vraiment le côté testimonial de base qui pouvait fonctionner, je pense il y a 2-3 ans, notamment aux US, où voire même plus, non, le temps passe très vite, mais du coup 4-5 ans en France, du coup on a ce décalage, les gens ont imaginé, et d'ailleurs c'est là aussi la déformation, elle est là aussi, c'est que les gens associent UGC et présentation un petit peu basique et pas très pas trop confiance de la présentation d'un produit, tu vois. Et ça il y a besoin de dépasser ça, parce qu'en fait il y a plein de formats qui sont super intéressants à l'exploiter. En fait, un créateur UGC, pour aller ouvrir un petit peu la réflexion, ça reste un créateur de contenu, et en fait le contenu qu'on voit fait par des humains sur des réseaux sociaux en organique, en fait si le créateur il a le recul et il est bien dirigé, il peut reproduire ce genre de formule là, et en fait il y a de la performance à aller chercher, quoi. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'en effet, par association d'idées, UGC, on voit tout de suite le gars facecam qui fait unboxing ou témoignage de j'ai reçu ce produit, il est trop bien. Exactement, ouais. Alors qu'en fait, c'est juste un type de contenu avec un terrain de jeu et d'expression qui est infini. Tu peux faire des UGC de 10 000 manières, c'est juste le fait que ce soit quelqu'un qui incarne ta marque, qui soit... À partir du moment où il y a un humain, ouais. Et ça, c'est une remarque, et puis notamment... quand on a lancé la plateforme, moi, le truc, je me demandais en fait si du coup il y avait un avenir à l'UGC, et est-ce que ça valait le coup qu'on lance une plateforme là-dessus si c'était juste une trend. Ouais. Et en fait, la réponse que j'ai trouvée, c'est que l'UGC, mine de rien, ça reste un paquet cadeau autour d'un concept qui est millénaire, qui est la preuve sociale. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Mais ça a toujours existé, et en fait c'est à partir du moment fait désir mimétique, tu vois quelqu'un qui a quelque chose qui le présente bien et qui lui a solutionné des problèmes, en fait t'as un peu envie d'avoir la même situation, et en fait concept de social proof, l'UGC c'est autour, et ça s'arrête là, quoi. C'est quoi pour toi les grandes tendances qui vont arriver justement sur l'UGC? C'est une bonne question. Je pense que
moins bons créateurs UGC, les créateurs débutants, ils vont devoir très vite s'améliorer pour proposer du contenu qui sort du contenu basique de l'UGC, pour proposer des formats un peu plus recherchés, un peu plus qui tend vers de l'organique, moins cliché. En fait, c'est de la formation, et notamment, on l'a vu, il commence à y avoir de l'IA qui se répand, notamment vidéo comme texte. Ouais. Ça, c'est intéressant. Il va falloir aussi s'armer de... Le bon créateur UGC demain, c'est un créateur qui a une vision créative stratégie. Okay. Ça va être nécessaire. Parce qu'en fait, le simple fait que demain, le créateur soit briefé par une marque et qu'il se base juste sur ça pour créer des vidéos et qu'il soit juste une voix, ça ne suffit pas, et qu'il faut qu'il ait la vision. Et en fait, c'est là où les bons créateurs UGC se démarquent, ceux qui ont la vision créative stratégie. Et ça, c'est un skill qui va être nécessaire. Ça ne va plus être juste de l'acting comme on a pu le voir jusqu'à présent, quoi. Ok. C'est intéressant, tu parlais d'IA. Ouais. Tu penses quoi de l'IA et de son arrivée dans la vidéo ? Moi, je suis toujours... alors, on est aux aguets avec mon équipe sur comment intégrer l'IA dans nos process, comment évolue l'IA. On a pas mal de... Ça fait partie notamment de nos prios là, sur les prochains mois, de bien creuser le sujet pour pas se faire distancer, typiquement, particulièrement dans le monde du marketing, ça va extrêmement vite. C'est quoi ton avis, toi sur l'IA et son arrivée dans la vidéo? C'est une bonne question. Je suis dans la même situation. L'objectif, c'est d'être aux aguets, de voir un petit peu ce qui se fait et d'avoir un petit peu une longueur d'avance pour ne pas être derrière, quoi. Ouais. En fait, à l'heure actuelle, comme je le disais juste avant, j'ai l'impression que la partie IA qui se fait en format vidéo, ça avance vite. Ouais. Ça remplace les créateurs qui ne sont pas forcément très expérimentés, qui se contentent de faire les formats qu'on connaît, qui s'appellent les talking heads. Et qui en fait juste, c'est les A-rolls, enfin c'est les A-rolls, il y a les B-rolls et puis il y a les A-rolls, c'est vraiment face caméra, et en fait présenter un petit peu le produit. Et derrière, dès que ça va commencer à rentrer sur la partie un peu plus créative, avec potentiellement plusieurs personnes, avec des actions spécifiques, là ça devient un peu plus compliqué. Et nous, fondamentalement, la vision de l'arrivée de l'IA, on s'est posé la question notamment aussi d'intégrer ça sur la plateforme. C'est en discussion, même on pouvait le lancer l'année dernière, mais en fait, la problématique que j'ai actuellement, c'est que le rendu est mieux, de mieux en mieux, pour autant pas forcément suffisamment convaincant pour être utilisé autrement que... Et les usages, j'ai vu que c'est plutôt convaincant et ça peut être intéressant, notamment en testing organique ou en ads. C'est... les talking heads réduits en green screen, avec derrière directement des actions qui se passent pour regarder l'action, mais du coup les créateurs on le réduit pour qu'en fait on se rende pas compte que ça soit de l'IA. D'accord. Il y a aussi le côté voix aujourd'hui qui pose encore problème sur le fait que tu sentes que c'est pas humain. Ça va s'améliorer, mais pour l'instant c'est quelque chose qui arrive, qui va continuer de progresser. Je suis pas contre, je suis pas anti-IA, il y a pas de problème, mais pour l'instant c'est pas encore au niveau, quoi. C'est pas encore au niveau, mais ça va s'améliorer, je pense. C'est intéressant. Sur la vidéo, nous, on est assez frileux parce qu'en effet, je te rejoins, quand ça peut remplacer, je dirais vraiment le socle un peu basique de production, tu vois, juste de créer assez standard. Ouais. Mais quand il s'agit en effet d'aller chercher des trucs un peu plus complexes avec de l'acting, avec différents plans, avec potentiellement des concepts où tu vas être dans un environnement qui n'est pas juste du facecam, etc., bah là, plus compliqué. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vois de plus en plus, notamment sur des marchés plus matures comme UK, US ou autres, des gars qui ne jurent que par la production de ads 100% IA, qui produisent des milliers de créas, qui font des mash-ups avec des... Tu vois, et donc je pense que tu as peut-être un truc où l'utiliser pour, comme tu dis, du testing ou ce genre de... C'est une sophistication du marché, et je pense qu'elle est nécessaire, c'est normal. Ouais. Et il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Et ça va forcément être quelque chose qui va être de plus en plus intégré. Mais c'est effectivement... en fait, j'essaie de voir un petit peu au niveau de l'amélioration de cette technologie-là, vers quoi on tend. Ouais. Et pour l'instant, je pense que c'est bien aussi de le mélanger avec du vrai UGC, de mélanger les deux. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de tout remplacer avec ça ? Je ne sais pas. Et sous quel à court, moyen, long terme, en combien de temps ça arrive, ça ? Et j'ai du mal à le voir sur toutes les thématiques un petit peu, avec des montages un peu plus assumés, comme j'ai dit, plusieurs personnes qui interagissent, etc. Ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Et je pense que là, ça fait un petit peu
le côté tu vas très vite à 80%, mais par contre pour améliorer après jusqu'à 85%, etc., c'est le rendement décroissant, quoi. À voir. Clairement. À voir. Si on reste un peu dans le point de vue prise de hauteur macro, c'est quoi les erreurs que tu vois que font 90% des marques quand elles font des UGC? Bonne question. Je pense que la différence entre prendre un créateur un peu plus débutant ou alors qui n'était pas très très bon et un créateur qui est un peu plus aguerri avec un peu plus de recul et d'expérience, ça se ressent à la fois dans le résultat final, et du coup vu que dans le résultat final ça se ressent dans la vidéo, ça se ressent en termes de perf. Okay. Donc en gros miser sur des créateurs qui sont bons, et c'est pour ça qu'à la base sur Yuji on fait en sorte de filtrer. Aujourd'hui je pense qu'on en a 30 000 de créateurs inscrits sur la plateforme, et visibles actuellement sur la plateforme il y en a 4 000, 4 200 tu vois. Okay. Du coup on fait le filtre et ça fait une différence. Donc bien choisir le créateur. Derrière, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme erreur qui est souvent faite, penser que du coup l'UGC ça s'arrête au format Talking Heads devant la caméra, il se passe rien. Il y a plein de formats à les tester. Il y a des formats notamment des formats, tout se base je pense sur les formats créatifs sympas, sur de l'organique, pas forcément sur des trends qui sont généralement en termes de temporalité qui s'épuisent très rapidement, mais avec des formats un petit peu evergreen. Il y a beaucoup d'aller chercher dans l'organique, et l'organique c'est généralement des créateurs. Avec un UGC on peut reproduire. Il y a les skits qui sont intéressants, les espèces de petites vidéos un petit peu marrantes avec potentiellement un créateur qui se parle à lui-même. C'est pas dans ce qu'on a l'habitude de voir, notamment en UGC, mais ça perf, parce qu'en fait justement tout s'emprunte du côté organique. Et donc première chose, créateur, qualité du créateur. Ensuite sortir au niveau des formats standards, laisser un petit peu, je dirais aussi, de créativité, enfin de liberté créative aux créateurs. C'est bien de faire des scripts mot à mot. Faut bien quand même préciser aux créateurs d'éviter de le dire mot à mot et d'aller ajouter un petit peu sa patte pour que ça sonne bien, parce que généralement on a tendance, quand on lit quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, à être un petit peu robotique. C'est tout ce qu'on cherche à éviter, cette authenticité-là. Et derrière, après, potentiellement aussi, petit tips, aller enregistrer, si on écrit un script, on l'enregistrer vocalement, notamment pour le donner peut-être au créateur, pour donner l'idée de comment il devrait le prononcer, mais surtout en fait pour la durée. Des fois, on écrit des scripts, on pense qu'ils font 30 secondes, ils font 1 minute 30. Ouais. Donc ça, autre chose. Et puis c'est déjà pas mal, ouais. Bon tips sur l'audio. Je suis le premier à ne pas enregistrer mon intro et de me dire merde putain ça fait 2045, c'est beaucoup trop long. C'est ça. Alors que je visais 1 minute 30. Quelle est la part du GC selon toi qui est performante? Si tu devais prendre je sais pas, les 10 000 dernières créas qui ont été produites, alors t'as peut-être pas un visu sur tous les résultats, mais de celles sur lesquelles tu as un visu, c'est quoi le pourcentage qui sont vraiment qui arrivent à sortir des perfs? Est-ce qu'on est sur du 1%, Moi, je suis 5%, sur je crois à du mais comme le reste des créas, que ce soit du statique, du motion, du GIF, etc., on tend vers le Pareto, quoi. Parce que le fait qu'il y a un 20% qui fait 80% des perfs en ads, et du coup, enfin moi, de ce que je vois, parce que du coup, je continue à bosser un petit peu en creative stratégie sur certaines marques pour voir un petit peu, donner un petit coup de main et être toujours en phase avec le marché. Je pense que c'est du 20-80. Et en fait, l'avantage, c'est que même celles qui sont au-dessus de ces 20% et que du coup se performent moins, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le GC, c'est que c'est un peu une base, un socle créatif pour les marques et les agences qui proposent ça, pour tirer des learnings, que ce soit sur des angles, des promesses, des effets visuels, etc., pour pouvoir se dire ok, ça a marché, ça n'a pas marché, comment on peut le comparer, mais on ne se base pas simplement sur ce qui a marché, mais aussi sur ce qui n'a pas marché. C'est à la fois peu coûteux à faire un UGC, ça, c'est relativement rapide, ça se délègue, mais ça permet de comprendre mieux comment marketer la marque et derrière d'avoir des performances. Mais je partirais sur un 20% qui fait les 80%. Ouais, okay. Donc ce que je peux voir sur le gros, quoi. C'est à peu près les mêmes ratios, hein. Nous, on produit, comme tu le sais, pas mal de créa, pas que du GC. On fait beaucoup de statique, beaucoup de vidéos concept, on fait du fake podcast, on fait des micro-trottoirs, on fait tout type de contenu qui peut servir nos clients sur leur problématique d'acquisition. Et je pense que c'est 1 à 2 pour 10 qui sont des créas gagnantes. Et encore, et encore, ça c'est vraiment quand on est bon, parce que parfois c'est plus compliqué que ça. Mais ça peut progresser ces ratios. Et c'est pour ça que du coup, t'as quand même un enjeu de volume. Ne serait-ce que pour multiplier, augmenter tes chances en valeur absolue de sortir des winners, quoi. Ça on remarque de plus en plus, que ce soit après, en termes de volume créatif, que ce soit de l'UGC ou autre chose, quoi. Ouais. C'est quoi pour toi, on t'en a un peu parlé là, mais c'est intéressant d'avoir ton avis, c'est quoi pour toi une bonne créa UGC en 2025? Qu'est-ce qui fait une bonne créa? Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des guidelines sur le format, sur la durée, sur la manière d'aborder la chose, sur tu vois, le montage, etc. C'est quoi les 2-3 points qui sont vraiment clés selon toi? En fait, y a plusieurs manières de voir la chose. Jusqu'à présent, et c'est pratique qu'on soit pour une marque ou qu'on soit une agence, de pouvoir avoir une espèce de bloc, de script avec plusieurs blocs. C'est une approche un petit peu modulaire. En fait, il y a plusieurs manières de le faire, mais ça revient souvent sur les mêmes points qui sont du coup la partie hook, donc accroche, les 3 premières secondes, avec que ce soit du visuel ou de l'audio qui marque et qui donne envie d'aller voir la suite. Ouais. Et du coup, après hook, et le hook, il peut contenir le problème qu'on veut résoudre avec le produit. Ça, c'est vraiment quand on a des produits problèmes-solutions. Ça donne une idée, donc hook. Ensuite, agitation du problème. Donc, on vient remettre une couche pour montrer pourquoi le problème, il est douloureux. Derrière, du coup, présentation de la solution. Ça sera un 3e bloc. Présentation de la solution. Et derrière, en fait, on a bloc aussi, du coup, preuve. Que ce soit, du coup, démo, du produit en action, etc., avec notamment potentiellement des reviews et de la preuve sociale. Et en fait, on se dirige gentiment avec des blocs comme ça vers le call to action, derrière phase. Et en fait, ça ressemble à ça. Ça, c'est la partie un peu modulaire, facile à reproduire. Il faut aller un peu plus loin et tenter d'autres choses aujourd'hui, je pense, que c'est seulement ça, mais c'est une bonne base. En termes de durée, je pense que il y a des règles, mais il ne faut pas être absolu non plus. Mais je pense que d'ici 30-45 secondes, c'est suffisamment loin. Après, au-delà de ça, en fait, faut vraiment avoir la compétence marketing pour pouvoir garder les gens aussi loin. Faut être bon en copywriting. Faut être bon en copywriting. Mais du coup, faut donner En fait, sinon, en dessous de 30 secondes, c'est un peu compliqué de présenter un peu tout ce qu'on a envie de présenter rapidement, sans que ça aille trop vite. Après, faut autour de ça, quoi. Mais c'est une range, quoi. C'est une moyenne. Okay. Derrière, après... conseil là-dessus, éviter notamment quand il y a du facecam, la partie facecam, éviter d'avoir un focus là-dessus pendant plus de 1-2 secondes pour avoir des choses qui se passent devant la caméra pour qu'on puisse avoir d'autres visuels, et ça c'est la partie un peu b-roll, là où le talking head c'est le A-roll, et derrière qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant aussi, je pense que c'est déjà une base, et puis après tester des formats qu'on a vus et se sourcer sur à la fois du coup ce que peut faire de la concurrence et se dire ok, intéressant, sans pour autant aller copier mot pour mot, mais voir un petit peu pas forcément des concurrents, mais des personnes qui sont des marques qui sont pas forcément dans la même dimension que nous, qui ne proposent pas des produits similaires, mais se dire ok, je vais aller transposer ce type de format et voir un petit peu si ça marche pour moi, et ça peut être pertinent. Analyse concurrentielle, et puis après base organique pour dire ok, je vais être en avance un petit peu sur les tendances qui mettent en avant des créateurs et qui peuvent présenter les produits, et derrière on est pas mal, je pense. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. On avait reçu, je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance aussi de. Donc là, les conseils que tu donnes, ils sont vraiment précieux sur la partie technique et un peu production, et sur la partie, je pense, en fait, incarnation de la marque. J'avais reçu dans le podcast Ivana, que tu dois connaître, Ivana Moreno, créatrice de contenu, mais aussi influenceuse. Et elle parlait en effet d'un sujet sur la partie créateur de contenu et créateur UGC, et ce qui rejoint ce que tu disais à l'instant, que ça va être de plus en plus important d'avoir des personnes qui sont capables de faire preuve de créativité au sens premier du terme, tu vois, de faire de la creative stratégie, de proposer des concepts, d'incarner, de s'approprier un peu le produit, etc. Parce que en plus, avec l'arrivée de l'IA qui va remplacer un peu le niveau 1 de la création UGC, qui est la création très basique, facecam, etc., ça joue aussi beaucoup. Nous, on le voit, en tout cas, c'est ce qu'on observe, c'est aussi peut-être dans la sélection, tu vois, des profils. Un truc tout bête, mais on avait fait un test qui, moi, m'avait choqué, mais même produit, même script, deux créateurs, deux créatrices très différentes. Une qui est, en l'occurrence, c'était un avatar, enfin un persona qui était très plutôt 40-50 plus, une créatrice jeune et une créatrice 45 à peu près. C'est genre coût d'acquisition divisé par 2 sur la personne qui incarne mieux le mieux la marque, tu vois. Alors qu'en vrai, la performance d'acting, elle était quasiment ISO, tu vois. C'est pour ça que tu vois, notamment au niveau de la sélection des créateurs, ça fait quand même une grande différence. Et effectivement, à script égal, il y a des grandes disparités, quoi. Ouais. Écoute, ça nous fait une bonne transition.
Notamment pour rentrer un peu plus dans le détail sur Yuji. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses sur Yuji. Alors, je vais faire comme si je ne connaissais pas du tout la plateforme et je vais te poser des questions pas client. très basiques. Je ne suis pas client, je ne connais pas Yuji. Enchanté Lucas. Comment ça fonctionne Yuji déjà aujourd'hui ? Ok. Il y a deux manières de voir. Vu que c'est une plateforme, il y a deux typologies de clients. Ouais. Il y a le créateur d'un côté et la marque et l'agence de l'autre. Okay. Et nous, on les fait se rencontrer. En tant que marque et agence, on accède à la plateforme, il n'y a pas d'abonnement. Mm-hmm. C'est pas une base fermée, s'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais non plus, et ça j'y reviendrai plus tard. Le principe, c'est qu'on a accès à une base de créateurs vérifiés, qu'ils soient en France, Europe, US. On a une grosse base française, qui est la plus grosse qu'on a parce qu'on a lancé là. On est en train de lancer une base US avec des créateurs, et puis je pense qu'on approche à peu près 1000 créateurs vérifiés aux US. Okay. Et en fait, on pense que du coup, le lancement aux US et le fait que du coup, on va essayer de faire marcher la plateforme là-bas, va faire un déversement qui fait que du coup, la partie européenne va se développer aussi, et du coup ça va inviter un petit peu d'autres créateurs. Mais du coup, on arrive sur la plateforme, on a besoin de créateurs UGC. Ce qu'on peut faire, ce qui n'est pas le cas sur d'autres plateformes, ou alors même sur TikTok, Instagram, c'est qu'on peut filtrer les créateurs basés sur l'ICP qu'on recherche. Donc on a un avatar en tête, on se dit moi je sais très bien qui j'ai envie de mettre en avant avec mon produit. Je veux une femme, ou un homme entre 30 et 35 ans, dont l'industrie de prédilection, ça peut être par exemple les apps tech, pas forcément par exemple les produits de beauté, parce que c'est vachement dense. UGC, c'est vraiment à partir du moment où on peut mettre un produit dans les mains on vend à des humains, donc on peut promouvoir n'importe quel type de produit avec ce format. Du coup, filtre type industrie, âge. Qu'est-ce qu'il y a comme filtre ? Il y a la possibilité de filtrer s'ils ont des animaux de compagnie, s'ils peuvent filmer avec de la famille, s'ils peuvent filmer avec des enfants. Il y a une barre de recherche aussi en fonction de ce qu'ils ont complété dans leur portfolio. Nous, on fait des analyses un petit peu avec des IA pour pouvoir catégoriser. Donc, on peut taper des mots-clés directement. Je sais pas, je prends un exemple bête, mais tu peux taper bulldog. S'ils ont indiqué qu'ils avaient un bulldog, et il y en a, que tu tapes, et en fait, tu as tous les créateurs qui ont ce type de chien-là. Et c'est pratique, quoi. Et tu as ce côté-là. Derrière, tu peux aussi filtrer par localisation géographique. Donc, du coup, tu peux taper par pays, mais tu peux aussi, on a une map en fait, qui permet de visualiser un petit peu comme des logements sur Airbnb, tous les créateurs en fonction de là où ils sont. Donc, tu as cet avantage aussi de si tu veux faire un tournage physique. Tu peux regarder qui se trouve autour de Lyon. Pratique. Et du coup, tu peux contacter les créateurs en fonction. Tu peux mettre les créateurs de favoris. Et en fait, l'avantage, c'est que tous les profils des créateurs sur Yuji, les portfolios sont standardisés. Donc, ils peuvent mettre leurs vidéos, leur pricing, etc. Et en fait, tu vois très vite si les créateurs y correspondent, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de l'acting et des reviews qui ont été laissées. Parce que toutes les reviews, elles ont été laissées par des marques et des agences qui ont vraiment collaboré avec ces créateurs. Il n'y a pas de référence externe. Donc, tu peux faire ton sourcing rapidement. Ajouter des créateurs dans tes collections pour y aller plus tard. Et derrière, tu dis, OK, moi, je me suis une petite shortlist, j'ai 5 créateurs que j'ai envie de contacter là. Tu contactes les 5. L'avantage, c'est que vu que la plateforme, on filtre aussi les créateurs inactifs, tu peux t'attendre que sur les 4-5 que tu contactes, qu'il y en ait 3-4 qui répondent. Peut-être qu'il y en aura un qui ne répondra pas, mais au moins, on garde ça actif. Il n'y a pas de besoin d'en contacter 1000 pour avoir une réponse. Et derrière, après, tu as la possibilité de présenter ton projet au créateur. Lui dire voilà, on est cette marque, etc. On a envie de bosser avec toi. On a déjà une idée de brief ou pas. Et en fait, tu peux faire des propositions pour aller vite en disant moi, je veux 3 vidéos de ta part, je veux 2 révisions incluses par vidéo que tu m'envoies, je veux l'utiliser en organique ou alors en ads ou les deux. Je veux que tu t'occupes du brief ou alors que je m'en occupe moi, je veux plusieurs hooks, etc. Tu peux tout spécifier. Ça envoie une proposition au créateur. Et le créateur, lui, derrière, il peut te faire une offre. Et en fait, les offres, c'est vraiment standardiser le besoin que tu as, toi, en tant qu'agence ou en tant que marque, parce que nous, on le voit, les marques et les agences, et entre marques et entre agences, ils ont des besoins totalement différents. Il y a des marques qui n'ont pas de brief du tout et qui vont voir des créateurs en disant nous, on n'a pas forcément l'expérience, mais on veut faire confiance à ta créativité, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à faire ça. En fait, c'est les créateurs qui sortent les briefs. Et du coup, tu fais ton offre comme tu veux sur le côté, avec spécifiquement ce que tu veux. La marque ou l'agence paye, l'argent est mis de côté. Le créateur n'y a pas accès tant que la mission n'est pas validée par la marque. Et derrière, en fait, il y a toutes les étapes. Il y a l'étape instruction en disant voilà ce que j'attends du créateur. Étape, du coup, envoi de produit ou non s'il y en a envoyé. Derrière, réception des UGC en fonction avec le créateur. Du coup, des UGC commandés. Il y a la possibilité aussi de signer des contrats sur la plateforme pour garantir l'égalité entre le créateur et la marque. Okay. Comme ça, tout est clean. Facturation automatique. Et à la fin, tu as tes UGC. Pour tes UGC, tu peux valider si tout va bien, et généralement c'est ce qui se passe dans tous les cas. Et puis si jamais tu as besoin d'une demande de révision, tu envoies ça au créateur. Le créateur, il te renvoie la nouvelle vidéo, et derrière tu as ton contenu, le créateur est payé, tout le monde est content. Trop bien. On sent qu'il y a eu de l'itération sur le process, et pas facile en plus de cadrer et de trouver quelque chose. Il y a eu quelques démos, mais du coup on a un truc on a une plateforme qui répond un petit peu à la plupart des besoins, que ce soit une agence qui a des besoins très précis ou une marque qui teste un petit peu, quoi.
Tu disais aujourd'hui que c'est... Alors j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Pour revenir donc sur les différents filtres, donc tu disais âge, pays, nationalité, avec animaux de compagnie, etc. Donc langue, enfin bref, il y a plein de critères. Si tu devais, tu vois, dans les grandes lignes, me dire un peu quel type de contenu vous avez, tu vois, jusqu'à quel âge ça va, où est-ce que vous êtes présent, dans quel pays Alors, au niveau de l'âge, je crois que si je dis pas de bêtises, ça va jusqu'à 75 ans. Ok. C'est pas forcément la partie où il y a le plus de monde, mais du coup on essaie de creuser un petit peu pour aller apporter un maximum de diversité en fait. 50 plus, vous en avez quand même 50 plus, on en a, ouais. Okay. On commence à en avoir aussi aux US, ce qui est bien. Mais du coup, ouais, en France, on en a. Donc effectivement, il y a une base centrale qui est un peu basée sur la femme entre 20 et 30 ans, mais ce qui est logique parce que généralement, elles sont plus promptes à faire du contenu. Mais du coup, on essaye de diversifier et on va jusqu'à 75. Enfants, il y a Enfant on commence en dessous, on commence à 18 ans par l'égalité. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas de... Mais par contre, enfant, du coup, faut demander, enfin, les mamans ou les papas sur la plateforme peuvent préciser qu'ils peuvent filmer avec enfants. Okay. Et du coup, il y a la possibilité d'avoir des enfants qui tournent. Après, il y a un côté un petit peu légal là-dessus avec des agences qui gèrent les enfants, etc. Mais du coup, on peut avoir des enfants qui tournent sur la plateforme. Donc tu disais jusqu'à 75 ans, donc présence en France principalement, mais vous avez grosse quand même... base française, US qui se développe, et puis l'Europe, on a je pense 200 créateurs peu près par pays européen. Ça permet de faire un petit peu quelques bases, et puis en fait ça augmente. Et le produit du coup est traduit dans ces langues-là ou il est en anglais? Français-anglais. Français-anglais, ok. Français-anglais actuellement. Et donc en termes de frais, ça c'était intéressant. Tu disais donc ça coûte 0 à la marque, sauf le prix. En fait, il faut payer le créateur. Mais il n'y a pas de frais pour accéder à la plateforme. Il n'y a pas de frais pour accéder à la plateforme, notamment il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas non plus de frais, ce qui est un peu aussi le cas sur les plateformes. Il n'y a pas de frais lors de la commande. Donc, je prends un exemple concret pour imaginer, on va prendre un chiffre simple. On passe d'une commande de 100 €, ça va pas être on va pas payer 110 € parce qu'il y a nos frais. On va payer 100 €. Et en fait, nous, notre commission, elle est basée sur les créateurs. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un créateur, une fois qu'on le paye 100 € via la plateforme, il récupère 80. D'accord, mais il est libre de fixer son prix. Mais il est libre de fixer son prix, et du coup, il fait un petit peu comme il veut. Et puis, la proposition de valeur pour les créateurs est assez simple. C'est vraiment qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, ils remplissent leur portfolio, toutes les informations pour qu'ils puissent apparaître sur la plateforme. Et puis après, c'est pieds en éventail, le temps de se faire contacter. Et puis, ils se concentrent à la fin sur ce qui leur plaît vraiment dans ce métier, qui est faire du contenu. Et nous, on s'occupe du coup de leur trouver les clients, de sécuriser la mission, la facturation, les contrats, etc. Et eux, ils peuvent créer, quoi. Intéressant. Du coup, vu que tu as beaucoup de créateurs, comment tu remontes en tant que créateur dans les résultats de recherche de la plateforme? Comment tu émerges? Alors, il y a un premier processus du coup de complétion de profil. Ouais. On a basé, quand le créateur crée son profil, il a directement la possibilité de voir à quel pourcentage de force est son portfolio. Et en fait, plus il ajoute des choses, et on a catégorisé par points, plus il ajoute, plus ça augmente. Et en fait, quand il arrive à 100%, du coup, il a complété son portfolio à 100% et de manière complète, et ça lui permet d'avoir une espèce de petit badge verified, un peu comme Twitter Blue. Ça permet un petit peu de la preuve sociale, et ça fait remonter un peu le profil. Et à chaque fois qu'il est complété, ça le fait remonter. En dessous d'un certain pourcentage, le profil n'apparaît pas du tout. Okay. Et du coup, derrière, après, il y a complétion du profil. Il y a le fait que le créateur a déjà une commande sur la plateforme, ça fait un boost. Le créateur a déjà eu une review sur son profil, ça refait un boost. Okay. Il y a la possibilité pour les créateurs qui n'ont pas eu de commande et qui se disent tiens, on est vraiment en dessous, d'inviter des clients qu'ils ont déjà à l'extérieur, de passer sur la plateforme et de leur laisser, du coup, de passer une commande et en plus laisser un avis, s'ils veulent booster ça. Sur ça, on ne prélève pas de frais, vu que c'est leur client. Okay. Ils ramènent, ils travaillent, c'est le montant qu'ils sont payés sur la plateforme, il leur est renvoyé complètement. Et puis c'est pas plus compliqué que ça. Et puis aussi pour les créateurs, les premiers en fait avis ont tendance à propulser les créateurs sur la plateforme. D'accord. Parce que du coup ils remontent un petit peu. Et puis il y a surtout, au-delà de le remonter, il y a ce côté un petit peu, tiens, il a bossé avec d'autres marques, j'ai un peu plus confiance. Ça coûte combien en moyenne un UGC? Ça dépend. Du moins cher en moyenne et du moins cher au plus cher. Je ne recommanderais pas d'aller en dessous de 100 €. Ok. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit ça un peu plus tôt les années précédentes. Je recommande pas aller en dessous parce qu'en fait, juste un truc par rapport à ça, c'est que des fois, on a envie de faire des économies sur ça. Et en fait, pour économiser 20-30% sur une créa, et ben en fait, on va troquer ça contre 100 à 200% de performance en moins parce que du coup, le créateur, il est moins bon. Le créateur, il fait moins bonnes vidéos. L'objectif, c'est vraiment de pas aller trop bas. Et donc, je pense que
en fonction de ce qui est demandé, parce que des fois il y a la possibilité de demander au créateur de faire le script ou pas, etc. Je pense qu'on tourne autour de 150 € la vidéo avec des écarts types, quoi, un peu moins, un peu au-dessus, etc. Et voilà, quoi. Vous conseillez, vous, les créateurs, sur leur pricing Non, on essaie de faire que le marché se régule tout seul. Sur la plateforme, on essaie de créer une micro-économie en se disant, les créateurs savent. En fait, c'est ça aussi la différence avec d'autres plateformes, c'est que on considère que les créateurs, s'ils considèrent qu'ils peuvent pricer plus cher et quand même vendre, qu'ils le fassent, parce qu'ils sont à même de savoir que si leur contenu, il y a et puis si ils facturent trop haut, économie de marché, et que ça correspond pas à la valeur envoyée, du coup ils vont pas avoir de commande, quoi. On laisse. C'est intéressant. Autorégulation. Le marché. la main invisible de Adam Smith. C'est ça, exactement. C'est les cours d'économie. Ça remonte, oui. Ok, intéressant. Moi, j'avais une question sur aussi, donc tu parlais tout à l'heure c'est ultra important d'avoir une sorte de curation pour n'avoir que la crème de la crème, c'est toi qui le disais. Donc vous avez 4000 créateurs visibles. Ouais, c'est ça. Mais du coup, combien enregistrés, tu disais ? À peu près 30 000. 30 000. Donc ça, comment... Donc, qu'est-ce qui se passe déjà des 26 000 restants ? Est-ce qu'eux, ils ont une chance un jour d'être visibles ? Et surtout, la question, c'est est-ce que vous avez des ressources, ou ça existe d'ailleurs sur le marché, que ce soit vous ou pas, mais pour justement former un peu une sorte d'académie, ou tu vois, quelque chose qui pourrait former des créateurs de contenu à être meilleurs dans leur métier, parce que vous avez tout intérêt à ce que vous n'ayez pas 26 profils inactifs, mais qu'il y ait plus de gens qui soient dispo et qui soient bons dans leur création de contenu. Comment vous positionnez par rapport à ça ? Bonne question. La notion de fait que les créateurs apparaissent, du coup, ça fait quoi ce que je disais précédemment, qui est du coup le pourcentage de complétion. En fait, on a plusieurs critères. Un créateur ne peut pas apparaître. En fait, il y a la complétion et des critères obligatoires. Le profil ne peut pas apparaître s'il n'a pas de photo de lui, le créateur. C'est un minimum. Il peut pas apparaître s'il n'a pas connecté son compte Stripe pour qu'on soit sûr qu'il puisse être payé. Donc il peut pas apparaître. Donc ça. Et il y a notamment la notion de complétion. Il peut pas apparaître si son profil il est moins complété que 75%. On augmente petit à petit comme ça, on essaie de tirer vraiment sur la qualité, et puis derrière on fait un petit check-up pour voir si, même si le créateur a dépassé ça, il peut rester sur la plateforme, parce que le contenu qu'il a mis, c'est pas n'importe quoi non plus, quoi. Parce qu'on peut, s'il met plein de vidéos, plein de fois la même, il peut apparaître, et nous on fait juste un check-up derrière. On n'est pas trop dur. Le truc, c'est qu'en fait il y a beaucoup de créateurs qui sont un petit peu, des fois, un petit peu en touriste, et en fait nous on n'a pas grand intérêt à les montrer, et c'est plus le côté un petit peu mérite. En fait, le simple fait de bien de consolider son portfolio, d'être vraiment dans une thématique j'ai envie de bosser, ça permet d'apparaître, et nous on laisse, il n'y a pas de problème. Et donc la partie aussi accompagnement académie, nous on l'a pas introduit aujourd'hui, plus que ça. On a un help center qui est très basique, mais on ne va pas forcément à l'heure actuelle, et ça va être totalement le cas potentiellement dans la suite, hein. Mais là où on en était, en fait, c'était un peu de comprendre sur ces 12-18 premiers mois si on comprend le marché, si on comprend ce qu'ils veulent, et on n'était pas forcément dans le truc de dire tiens, on va faire venir des créateurs qu'on va former pour qu'ils utilisent mieux la plateforme et qu'ils connaissent mieux leur art. J'étais parti, notamment learnings de l'ancienne plateforme, c'est que on n'a pas envie d'apprendre aux gens à faire leur propre métier, et pour qu'ils puissent utiliser la plateforme convenablement. Autant prendre des profils qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Et derrière, on voit si notre théorie fonctionne. Et puis après, du coup, vu que c'est un peu le cas actuellement, on ne s'est pas dit que prochainement, on le fasse. Mais au début, on se disait, il faut que les créateurs, ils sachent déjà faire. Et puis potentiellement, ça viendra, ça. Et ce serait quoi, du coup, ton conseil pour un créateur qui sent qu'il est un peu, qui plafonne un peu, qui est limité, qui veut devenir vraiment un top créateur UGC, tu vois. Ce serait quoi qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, C'est bonne remarque. Des fois, ce que je dis aussi aux créateurs, c'est que même s'ils veulent augmenter aussi en termes de prix, c'est d'aller chercher une augmentation progressive de leurs tarifs à la commande. Donc à chaque fois qu'ils peuvent utiliser une nouvelle commande, ils augmentent un petit peu leur prix, et voir jusqu'à où ça tient, et voir jusqu'à où le taux de refus devient un peu trop violent, tu vois. Du coup, tu peux adapter par rapport à ça, et puis en fait, généralement, du coup, quand on fait du meilleur contenu, on peut le vendre un peu plus cher. Mais et du coup, la base de ta question, j'ai un peu...
dérivés. Qu'est-ce que tu conseillerais à un créateur pour devenir top créateur et facturer du coup cher ça rebondit sur l'idée de dire la compréhension du concept de creative stratégie, d'aller voir un petit peu ce qui se fait, de ce qui est mieux. On laisse la possibilité aux créateurs de voir aussi les autres créateurs sur la plateforme pour qu'ils puissent regarder un petit peu ce qui est proposé, qu'est-ce que les bons créateurs et qui ont beaucoup de commandes font, et d'aller regarder un peu notamment ce qui se passe sur le marché français, sur les ads, notamment des niches que les créateurs apprécient. Et voir, en se dire ok, c'est intéressant, cette ad elle a plus diffusé qu'une autre, vraiment avoir cette côté limite média buyer, même si c'est pas vraiment le cas, et beaucoup de recherche sur ce qui se fait, c'est de reproduire, et c'est vraiment du learning permanent, et je pense que ça se joue sur ça. Est-ce que c'est sur ta plateforme vous avez des profils qui ne sont pas forcément que des créateurs UGC au sens premier du terme, mais par exemple des profils, je sais pas, d'acteurs qui sont un peu professionnels, de comédiens, On a, mais du coup, en fait, ils rentrent dans le moule du côté, de la création UGC. On a moins, par exemple, d'hommes que de femmes sur la plateforme. Parce que sur le marché, il y en a moins. Je pense que c'est le marché qui fait que, du coup, création de contenu, c'est visiblement quelque chose qui plaît plus 20-30 ans femmes. C'est le marché. Et du coup, ça se voit un peu sur la plateforme, sur la démographie. En fait, on remarque qu'on a de plus en plus d'acteurs, et notamment, ça vient notamment pour les personnes âgées, on en parlait plus tôt, mais des hommes à partir de 40 ans, ils ont tendance à être plus des acteurs et des personnes qui sont, comment on dit, des intermittents du spectacle, qui tentent le côté UGC et qui proposent des vidéos d'une extrême bonne qualité, parce qu'en fait, ils ont le background. Mais du coup, en fait, ils rentrent dans cette catégorie de créateurs UGC, et puis nous, on les différencie pas forcément sur la plateforme. Mais du coup, ça se voit après au niveau du scrolling sur les vidéos des créateurs. L'avantage, c'est qu'on a essayé de rendre le côté UX un peu sympa pour voir un petit peu les vidéos sans même cliquer sur les profils. Et du coup, ça fait la différence. Je me dis que ça fait plusieurs fois que je reçois des personnes qui ont des plateformes du coup, et à chaque fois on les explique, et je me dis il faudrait qu'on fasse des insertions au montage pour que visuellement on puisse voir ce dont on parle. Parce que sinon je me dis déjà imagine les trucs, mais on verra si on peut faire un truc, sinon on fera une démo, enfin bref, on se débrouillera. Mais ok, super intéressant. Et je reviens juste sur un sujet pricing, parce que je pense que ça intéresse potentiellement les personnes qui nous écoutent et qui veulent faire ou qui font déjà de la création UGC. Tu disais donc en moyenne 150 € à UGC. Ça dépend, mais c'est une fourchette vraiment avec des écarts types, quoi. Nous, c'est ce qu'on observe aussi, c'est entre 100 et 200, et il y a vraiment une moyenne autour de 150, ça s'est monté à 200. Qu'est-ce que tu inclus dedans? Est-ce que c'est 150, c'est une vidéo avec plusieurs variantes, plusieurs hooks? Est-ce que c'est le temps passé où tu dis voilà, je book 3 heures d'un créateur et je lui envoie 40 scripts et du coup je le paye 150 €? Est-ce que ça dépend? C'est quoi un peu toi la question étant pour les marques, comment exploiter au mieux? C'est une bonne question, ça dépend. Après, il y a des créateurs qui sont un peu plus formés sur la notion de... comme on expliquait, le côté un petit peu des fois des scripts modulaires, avec notamment plusieurs hooks pour aller tester plusieurs accroches différentes et voir un petit peu la performance et à partir d'un contenu en faire plusieurs. Certains créateurs, ça leur pose absolument pas problème de pouvoir proposer plusieurs hooks. Certains ont le côté de se dire tiens, j'ai l'impression... d'être un petit peu utilisé sur cette partie-là, de pouvoir proposer plus de valeur sans pour autant avoir une valeur qui est échangée, qui est monétaire là-dessus. Ça va dépendre du format, mais le truc, c'est que je pense que 150 €, je ne sais pas si la notion de brief est toujours inclus. Je pense que 150 €, c'est quand on a déjà préparé, qu'on a le brief un petit peu sous la main. Et qu'on peut partager ça aux créateurs. Et je pense que ça va être au cas par cas. Ce serait genre une vidéo et quelques variantes, c'est ça? Tu mettrais dedans? Ouais, je pense. Je pense. Et ça va aussi dépendre, ce qui est marrant, ce qui est normal aussi, la qualité de la marque qui vient les contacter. Parce que des fois, en fait, tes créateurs facturent plus cher parce que la marque, elle est un peu plus shady. Ça arrive. Normal. Et d'autres où des fois... Tu prices parce que tu n'as pas envie de le faire. Mais... C'est ça. Et des fois, du coup, la marque, elle leur plaît parce que c'est déjà des utilisateurs, des consommateurs, ils sont prêts à brader leur prix, quoi. Ce qui est normal. Et ça va dépendre. Là, c'est ma curiosité mais personnelle, tu as peut-être cette data. Le montant max que peut se faire un créateur ou une créatrice UGC vraiment bon sur un mois, par exemple, c'est quoi? Mais que via une... que via la plateforme ou genre sur... Ouais, est-ce que tu vois sur Yoji, par exemple? Ça dépend, il y en a... c'est vraiment crème de la crème, mais ça va des fois à 3-5 000 € par mois. Ok. De décompter de notre
de notre commission. De notre commission. Donc, directement dans. Mais ça, c'est le top. Et le truc, c'est que tant mieux pour eux. Ouais. Mais il faut pas s'attendre forcément à ça. Mais on essaie de pousser pour qu'en fait, il y ait des créateurs qui puissent carrément quitter leur taf pour faire que ça, quoi. Nous, on a pour petite histoire, on a une créatrice de contenu. Alors, j'ai pas le nom, mais je sais que les équipes de créatifs stratégistes, ils bossent du coup avec plusieurs créateurs de contenu. On produit beaucoup de créa. Et du coup, forcément, on a testé pas mal de créateurs / créatrices. Et il y en a certains avec qui ça marche bien, tu vois. Et il y en a une, en l'occurrence, avec qui ça marche particulièrement bien. Et du coup, en fait, ils se partagent, entre guillemets, le bon plan. Et pour plusieurs clients, alors c'est pas du tout les mêmes niches et tout, donc c'est pas problématique, mais ils font appel à elle. Et je pense que pendant 2-3 mois, c'était du 3-4 000 euros qu'on lui envoyait, entre guillemets, en facture. Mais en stable, tu vois. Donc c'est quand même un métier qui n'existait pas il y a 4-5 ans. C'est quand même. D'où le fait que dingue, tu vois, les meilleurs créateurs que je sais raflent un peu la mise, quoi. Ouais. Et d'où le fait que d'être au niveau bas, à la fois tu te fais manger par le marché parce qu'il y a beaucoup de concurrence en tant que créateur, et en plus tu te fais manger aussi par l'IA qui monte. Ouais. Donc t'as intérêt à te professionnaliser. Et puis il y a la notion de. Je pense qu'on le verra de plus en plus en France. On le voyait pas trop, mais il y avait ce côté un petit peu horizontal où il y avait des créateurs qui faisaient tout. En termes de typologie de produits. Et on va voir de plus en plus de côté verticaux, qui fait que certains créateurs se spécifient dans des niches spécifiques, ils sont bien meilleurs et que ça se ressent à la fin, quoi. Est-ce que tu as une ou deux dingueries que tu as vues sur la plateforme ou côté marque que tu peux me lâcher, une anecdote un peu marrante Ouais, j'en ai une qui me vient en tête, c'est un de nos meilleurs clients qui a dépensé, je pense, plus de 50 000 euros sur la plateforme. Ok. J'ai essayé à plusieurs reprises en fait de faire des démos avec eux, de leur expliquer des fois peut-être comment avoir un meilleur usage de la plateforme et puis avoir leur feedback, etc. Ils ne veulent pas nous parler. Mais non. J'ai pris une moyenne de 150 euros. 150 euros la créa, ça fait plus de 300 UGC quand même commandés. Et du coup, ils envoient, quoi. Et pour autant, c'est des je sais pas si c'est une agence, je sais pas si c'est des Américains ou pas. Okay. Et j'ai essayé de les contacter à plusieurs reprises, j'ai pas de réponse à mes mails. Ils veulent pas vous contacter. Je sais pas. Même ils nous avaient contacté une fois pour une problématique avec un client. On leur solutionne et ils sont très contents. Et DH dit ça vous tente un appel, etc. Pas de réponse. Okay. Donc curieux. Il veut pas me parler, dépense. Ouais, j'allais dire tant mieux. Mais du coup, il prend zéro temps et il rapporte. Ouais, ça, très très marrant, anecdote. Et puis qu'est-ce qu'il y a qui me vient en tête? Des briefs un peu what the fuck ou des. Là c'était plus après c'est plus côté créateur, mais il y avait des. En fait, il y a une période je faisais des démos avec des créateurs pour leur expliquer la plateforme. Aujourd'hui je le fais plus. Ok. Et une fois, il y a deux anecdotes, mais je vais les faire rapidement. Une première fois, il y a une créatrice qui vient me voir et qui me fait un appel visio avec moi, et je sens dès les premiers échanges que c'est un peu bizarre. Et elle commence à me dire je voulais savoir si dans le monde de l'UGC je pouvais proposer ce genre de contenu. Et je lui dis du coup c'est quoi comme type de contenu? Elle me dit t'inquiète pas, je vais te montrer. Et en fait elle me prend son téléphone, elle me montre, et en fait c'est OnlyFans, quoi. c'est OnlyFans content, quoi. Énorme. Et du coup je vois ça et j'essaie de rester impassible et d'être professionnel. Et je suis d'accord. Malheureusement, je pense qu'avec la policy de Meta, etc., les publicités, c'est pas trop de vêtements, ça marche pas. Et du coup, ça, c'était une anecdote un petit peu marrante. Et puis avec une autre créatrice aussi, que j'ai eue il y a pas très longtemps, je discute, je sens aussi que c'est un peu bizarre. Et elle me dit, j'aimerais savoir si vos créateurs, vous pouviez leur partager mon produit, et puis comme ça, ils peuvent faire leur vidéo avec. Je dis, il n'y a pas de problème, vous pouvez les contacter. Elle me dit, ouais, mais c'est un peu différent. Et en fait... long story short là-dessus, c'était une vente pyramidale d'un produit full scam, mais genre en mode c'était un produit. Elle a commencé à me raconter une anecdote hyper longue pour dire que ça avait sauvé la vie de son chat, et c'était une bouteille d'eau en fait avec du sel dedans. Et en fait, mais putain, je connais ce truc. Attends, vas-y, je te laisse finir, mais je crois que je connais ce truc. C'est ça. Et le truc, c'est qu'elle m'a contacté, du coup, moi je l'ai laissé parler 30 minutes pour écouter, pour la gloire du marketing. Je voulais connaître, je voulais comprendre. Et du coup, ça, c'était la grosse expérience, et j'étais assez... j'hallucinais, quoi. Ah, putain, mais énorme. Ce truc, c'était il y a genre ultra longtemps, mais j'avais fait un... Ça remonte, mais j'avais fait un date avec une meuf. Je sors complètement du podcast, là, mais... et qui, en fait, on s'était vu, on était boire un verre, etc. Et il n'y avait pas eu de fit, tu vois. Déjà, la meuf était un peu bizarre, mais ça, à la limite, chacun ses goûts, tu vois. Mais du coup, il n'y avait pas eu de fit plus que ça. Et on l'a tous les deux très vite compris. Et en fait, du coup, on est passé sur plus des discussions un peu pro, tu vois. Et pendant genre 1 heure,
alors qu'on buvait un cocktail, tu vois. Elle a essayé de me vendre un truc, et genre, mais tu sais, ultra déter, et je me dis, c'est bizarre quand même comme modèle et tout, et je suis allé creuser, et en fait, c'était, je me souviens plus du nom, putain, mais c'était genre... Azea, moi, c'était. Aesa, un truc comme ça. Honnêtement, ça remonte, hein, c'était genre il y a 4-5 ans, tu vois. Mais c'était un truc d'une sorte d'eau filtrée, oxygénée. C'est les redox. Moi, c'était le truc qu'elle m'a expliqué, c'était les molécules de signalisation redox. Et en fait, c'est un truc qu'il y a dans ton corps et qu'en fait... Mais elle me sortait que ça pouvait soigner ton épaule. Je lui disais, c'est parfait, je suis un champion de paddle. Alors, pas du tout. Je rentrais dedans, elle m'a dit, tu peux le mettre en crème, etc. Tu bois. Et puis moi, ça a sauvé la vie de mon chat, etc. Ouais. Et en fait, je suis allé voir sur le site, c'est des bouteilles d'eau de 1 litre avec 99% d'eau. 1% de NaCl, donc vraiment de sel, quoi. Ouais. Et c'est vendu, je crois, 250 € les 3 bouteilles, quoi. Ah ouais, alors c'était pas exactement ça, mais c'était un truc similaire où tu avais une sorte de boîte ou de robot un peu central que tu mettais et qui arrivait, alors je sais plus comment on dit ça, mais t'arrivais à genre rééquilibrer le pH pour qu'il soit neutre. Ouais, c'est parce qu'en fait, sur ton corps. Ouais, genre vraiment, et apparemment, c'est la révolution que personne n'a jamais trouvée. Et à la fin, je creuse un peu et le truc, elle me dit, c'est 3000 balles. Mais du coup, derrière, en fait, si t'arrives à vendre à d'autres personnes, tu fais, ok, c'est un Ponzi, le truc. C'est pyramide scheme complet, quoi. Et du coup, ça, anecdote, quoi. Et, intéressant. Mais c'était récent et ça m'a bien fait rire. Écoute, très intéressant. Je te propose de se diriger tout doucement vers la fin de l'épisode. On a couvert pas mal de sujets. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est au niveau de Yuji. C'est quoi un peu tes grands projets là pour les prochaines années, ta roadmap, sur quoi tu vas te focus là 2025-2026? Là, il y avait une grande période produit, ouais, où on était en train de comprendre un petit peu, et puis j'ai un peu la vision là-dessus où j'ai essayé de ne pas complexifier le produit trop et d'avoir vraiment une ligne directrice où les gens ils comprennent que qu'on va sur la plateforme, on trouve les créateurs et qu'en fait la démo on puisse la faire en 5-10 minutes max. J'aime bien être connu pour une verticale et on fonctionne là-dedans. L'objectif produit et du coup de compréhension market fit sur la France, c'était un petit peu la phase d'essai. Du coup de continuer à s'étendre sur la France en fonction du besoin qui évolue sur l'UGC, proposer ça et voir un petit peu comment au niveau des US ça s'intègre et essayer de pousser pour aller rentrer sur ce marché. Je pense que c'est vraiment un tour de force que de l'aller sur ce marché et puis de réussir à proposer une solution qui convienne, parce que les marketplaces c'est pas forcément, et notamment UGC c'est pas forcément quelque chose de nouveau pour eux, mais on a une proposition de valeur différente et on a un produit je pense qui est meilleur. Du coup, expansion aux US, déversement US sur l'Europe, parce que du coup l'Europe influence tout le reste des pays, et du coup en fait continuer là-dedans et puis potentiellement voir avec les évolutions de marché comme on en a discuté plus tôt, la proposition de valeur notamment avec de l'UGCIA, tout en ayant un spin sur le fait que l'objectif c'est pas de proposer, déjà d'attendre que la technologie soit un peu meilleure, proposer ça, et puis notamment user-friendly dans la manière de prompter, parce que le prompt va faire une grande différence sur les résultats à la fin, et puis pour pouvoir mieux éduquer là-dessus. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur les UGC avec des humains, et puis d'accompagner ça aussi pour éviter de forcément tuer le marché des UGC humains et de pouvoir proposer quelque chose qui à la fois plaise aux agences et aux marques, mais surtout qui permette aux créateurs du coup d'avoir des nouvelles options de rémunération, etc., qui sont intéressantes. L'objectif de faire tout ça bien et de continuer d'aller s'implanter et voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a un marché qui est très dense, donc on va voir, quoi. En termes de focus, du coup, France et US, là, c'est... France-US, continue d'augmenter la France, US, et l'US, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour commencer, mais je pense que c'est un petit peu le côté boule de neige, mais pour qu'elle commence à prendre, il va falloir bosser, quoi. D'où les posts LinkedIn en anglais, d'où les posts qui galèrent un petit peu, mais je vais trouver la recette. J'aime bien tes posts, je t'envoie des likes régulièrement. C'est gentil. Est-ce que tu as des outils ou des plateformes à recommander à nos auditeurs dont tu te sers, ou dont les personnes que tu accompagnes ou les marques avec qui tu bosses se servent, au-delà de Yuji, bien évidemment? Sûr. Yuji. Ça dépend que pour la partie créative stratégie. Ouais, ou de manière générale pour les GC, pour tu vois, en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est un logiciel qui existe depuis un petit moment, et puis il y en a plein de versions qui transitent maintenant aujourd'hui, mais là, ce que j'utilisais essentiellement, que je continue d'utiliser aujourd'hui, c'est Foreplay pour la partie analyse concurrentielle, et puis la possibilité de faire des boards de créa, voir un petit peu ce qui se passe. Il y a Atria, maintenant il y en a d'autres, etc. J'ai commencé à tester un petit peu, mais proposition de valeur un peu similaire, Magic Brief, etc. Il y a aussi l'analyse post-créa que je vois souvent, et puis qui est une très grosse boîte. Ça coûte un peu cher, c'est Motion. Ouais. J'aime beaucoup, on utilise beaucoup Motion, très bon tool. Je l'ai utilisé plusieurs reprises. Tous les clients ne se le permettent pas, et du coup, pour l'instant, ça continue de se développer, mais très solide comme tool. Ouais.
Bon, après Notion, parce que c'est plus le côté gestion un petit peu global. Et puis après, déjà avec ça fait une stack qui est pas trop dégueu. En créa, ouais, en créa, genre, en fait, on a l'avant et l'après. Et puis après, la partie brief, j'ai pas forcément... la partie brief, c'est la tech Google, quoi. C'est le côté, des fois, on peut le faire sous version doc, en version sheets, ça dépend. J'ai pas forcément trouvé de tool où les briefs, c'est mieux fait que ça. Il y a Forplay qui le propose, mais je suis pas très fan. Et puis après, moi, ça, c'est personnel, mais moi, j'utilise que Trello dans ma vie. Pour la gestion, notamment, des trucs à faire, etc. Parce que Notion, c'est très utile quand t'es plusieurs. Mais je trouve que c'est très complet, des fois un peu trop complet. Et je reste sur mes stacks un truc comme ça, je reste simple, efficace dans ma bulle. Est-ce que tu as des ressources que tu consultes, que tu écoutes, que tu consommes? Je pense à des podcasts, livres, newsletters, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir un peu plus sur cet univers-là. Bonne remarque. Je dis pas ça pour te flatter, tu as une bonne newsletter, etc. Pour les contenus que vous faites chez Rhodes, c'est très, très quali, notamment sur la France, c'est assez rare. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a, pendant un long moment, je regardais une newsletter qui s'appelle Nice Ads de Fraser Cottrell. Qui est très pertinente, et notamment c'est pour l'analyse d'ads, je pense que c'est hebdomadaire, et puis il y a 3 créas, et puis on peut regarder un petit peu ce qui se passe. C'est chez les US, donc c'est intéressant. Il y a, en termes de créateurs de contenu que j'aime bien, il y a Dara Deni qui est connu depuis quelques années. Aujourd'hui, elle poste un peu moins. Elle fait pas mal de vidéos avec Motion notamment. Ouais, exactement. Du coup, je crois qu'elle bosse chez Motion. Elle bosse chez brand ambassadeur. Du coup, c'est plus Motion tourné aujourd'hui. J'aime bien quelqu'un qui fait du contenu, qui s'appelle Alex Cooper. Qui est bon créateur de contenu, solide. J'aime bien... du coup, on parlait de ça, notamment l'évolution du GC, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais il y a le côté aussi Ugly Ads, avec Barriott. Barriott, tout à fait. Très pertinent, très intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe, et je pense que l'UGC se tourne vers ça, avec demain l'émergence des IA vidéo. Ça me fait plaisir, tu lâches que des noms qu'on kiffe et qu'on regarde tout le temps. Barriott, Cooper, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre Alex Cooper, il est très IA d'ailleurs. Ouais, il est très IA. Très intégration de l'IA. Mais il a une chaîne YouTube avec pas beaucoup d'abonnés, mais enfin pas beaucoup. C'est quali. Quelques milliers, mais c'est ultra quali. C'est quali. Très intéressant. Cooper, il y a Savannah Sanchez qui est un peu connu aussi, et puis c'est pas trop mal. Après, moi j'écoute pas tant de podcasts que ça, donc je saurais pas forcément en recommander, mais en tout cas ça tourne au niveau de ces contenus, de ces personnes-là. Si on parle de créastrat aux US. Trop bien. Et voilà. Ce que je te propose avant de conclure. Alors c'est la première fois que je fais ça, mais je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai peur. Je te propose un petit jeu. L'idée, elle est simple, c'est que je te donne un produit random. Donc je vais te donner plusieurs options et tu pourras choisir entre les produits. Et tu dois me pitcher en 1 minute une pub UGC qui pourrait vendre ça. Ok. Tu as le temps de réfléchir un petit peu. Et on peut la décomposer si tu veux. Est-ce que tu es chaud? Vas-y. T'as le droit de dire non. sûr, on peut essayer. Alors, je te donne 3 options de produits, t'en choisis une. Et après, t'essayes de me dire comment tu construirais une UGC ou un pitch. Ok. Ça. Alors, je te préviens, ça va être random. Tu choisis entre les 3. Du papier toilette réutilisable et lavable. Ok. Une app qui simule la voix de ta daronne pour te réveiller le matin. Ok. Une formation de yoga pour chat. Tu choisis. Pas facile. Ok, pas mal. Le premier que je vois, notamment la partie le papier toilette réutilisable, il y a des vidéos qui pourraient être marrantes, notamment sous le format un petit peu Boku, là, au niveau de la marque. C'est quoi le deuxième? Deuxième, c'est une app qui simule la voix de ta daronne pour te réveiller le matin. Il n'y a pas trop de douleur là-dessus. Ça dépendait. Ça dépend des mamans. Après, le yoga pour les chats, c'est intéressant. On part sur ça? Ouais, après le truc c'est que c'est pas forcément mais ça peut être intéressant. Allez, let's go. Je mets un petit timer. 60 secondes et t'essayes de me sortir une petite UGC. Alors on n'a pas de papier, on n'a rien, donc ça va être vraiment freestyle. Let's go. Ouais, on peut. Allez. C'est parti. On a du coup la problématique, je pense qu'avec yoga pour les chats, je pense que c'est les chats plutôt âgés, et je pense que c'est des problématiques d'articulation qui qui les concernent en fin de vie. Je pense que c'est du coup Cat Owners. Problème à les agiter là-dessus en montrant des vidéos de chats au début, en parlant du chat, en montrant le chat qui galère à bouger. Ok. Problème. Hook.
insister sur l'eau, comme j'ai dit, avec l'agitation du problème, où en fait tu vois vraiment galérer, et c'est genre les gens qui sont concernés par ça, qui voient leur chat là-dessus avoir ce problème, du coup ça clique directement. Et ils se reconnaissent, ok. Ils se reconnaissent, et je pense qu'il faut pas mettre de facecam au début, c'est vraiment que des vidéos de chat. Okay. Agitation du problème, après présentation de la solution, du coup yoga. Ça me fait penser parce que ça pourrait être même marrant ou de mettre un chat qui fait du yoga pour attirer l'attention et se demander ce qu'il fait. Mais le truc c'est que du coup présentation avec des chats qui font du yoga. Et le truc c'est que derrière on peut montrer du coup renforcement, comme je l'ai dit jusqu'avant, avec le côté preuve sociale avec d'autres chats. Waouh, c'est dur. C'est super dur. Il faut que je réfléchisse en même temps, il faut que je fasse un truc pertinent parce que le projet c'est super dur. C'est pas mal, on a fait la minute, mais j'aime bien l'approche de partir directement sur le problème. Problème. Donc, après du coup potentiellement tu peux faire des variantes de hook, tu peux avoir un hook justement un peu what the fuck où t'as des gens qui font du yoga, tu te dis c'est quoi ce truc, tu vois. Et derrière. Mais c'est ça. Et après, du coup, toi, tu ferais donc agitation de problème. Agitation de problème, présentation de la solution. Après, il faut voir comment l'introduire parce que je sais pas comment tu peux montrer quelque chose de pertinent là-dessus. Parce que le yoga pour les chats, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'aide à bouger. Déjà, il faut se poser sur l'offre en tant que telle. C'est là l'offre, exactement. Ouais, c'est en mode vraiment. Du coup, mon chat prend des cours de yoga, quoi. Mais du coup, tu montres plusieurs chats et tu montres potentiellement qu'il y a plein de. C'est vraiment une salle avec plein de chats avec plein de personnes qui sont accompagnées et qui ont l'air un peu qualifiées et experts. Et genre c'est la trend du moment, le yoga pour chats. Ouais, c'est ça. Et puis après tu montres dans la partie après preuve, etc. C'est qu'il y en a plein. Tu montres derrière du coup le chat du début de la vidéo. Tu le montres après, tu fais un petit avant-après en vidéo où tu vois qu'il galère moins. Il est apaisé, il court. Il a fait moins, il court, il s'embatte. Il se mouvoie. Ça me fait penser à la femme qui m'avait sorti la vidéo où tu bois le scam avec tu bois l'eau. Oui, ça va soigner. Ça me fait penser à ça. Et du coup, puis après, présentation, review, le nombre de personnes qui aiment bien, Trustpilot, je sais pas quoi. Et puis après, call to action là-dessus. Libérez votre chat, enfin call to action un peu côté bénéfice en mode libérez vos chats des terreurs de vieillissement, quoi. Tu vois, libérez vos chakras. Pas mal. C'est pas mal. Chakra, ça va être le nom de la. Non, mais c'est très compliqué. Mais écoute, tu t'en es très bien sorti en tout cas. On sent qu'il y a une structure. C'est très marrant. C'est quoi là? Je suis obligé de faire sur du modulaire. On peut pas faire un truc vraiment. Non, mais franchement, honnêtement, j'aurais pas fait mieux et bravo. Parce que vendre une formation de yoga pour chat, c'est pas facile. Donc well done. Écoute Lucas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si personne veut te contacter? Du coup LinkedIn. Ouais. Je vais poster en anglais là. J'ai repris un petit peu la création de contenu. C'est assez flopesque, mais c'est pas grave. Il faut t'écrire en anglais du coup. Il faut m'écrire en français, ça ira très bien. Et du coup après Twitter, j'essaye un petit peu là. On va voir ce que ça donne. Je pense que ce qui marchera un peu sur LinkedIn marchera un peu sur Twitter avec quelques petits tweaks. Mais du coup LinkedIn, Twitter. LinkedIn c'est Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, un seul L et un E à la fin. Ok. Ça se prononce Gabriel ou Gabriel? Gabriel. Ok. Et puis voilà. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour cet épisode. Merci pour l'invitation. Vraiment cool. On a parlé de plein de trucs. Ouais, et du coup, on en a appris énormément sur UG. Je te souhaite et on te souhaite beaucoup de réussite. C'est très gentil. Et hâte de refaire un petit épisode dans quelques années avec quand t'auras fait les 1 million par mois, on se dira ok, trop cool. L'objectif c'est jouable. Trop bien. Écoute, passe une bonne journée. Je te dis à très vite. Merci beaucoup. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.